L'association des imams et oulémas du Sénégal, très remontée contre le maire de Grand Dakar, et l'origine du différend, c'est la vente d'un terrain qui devrait leur servir de siège. Explication dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Le torchon brûle entre l'association des imams et oulémas du Sénégal et la mairie de Grand Dakar. Et pour cause, le maire Jean-Baptiste Diouf a vendu une parcelle de leur terrain devant abriter leur site à une tierce personne. À notre grande surprise, nous avons surpris quelqu'un en train de venir construire sur le lieu même où doit s'ériger la mosquée des imams, à l'intérieur et dans l'enceinte de notre patrimoine. Nous avons fait arrêter les travaux par la DESCOS qui a constaté nos papiers, qui a constaté l'état des lieux et qui a donné un arrêt de travaux à la personne de M. Fall. D'ailleurs, ces imams sont indignés et expliquent que la mairie de Grand Dakar est en habitué des faits. Elle a tendance à squatter leur site pour y héberger des prostituées ou y déverser des ordures. On a renvoyé des gens d'ici, des agents voyés de la mairie, en la personne de Lebundoy, à louer notre patrimoine à des prostituées qui sont venues ici. C'est pas sérieux. C'est pourquoi il le met en garde, lui et ses agents, de ne plus s'aventurer sur leur domaine au péril de leur vie. On lui lance un appel, il n'a qu'à faire très attention. Nous ne partageons d'abord pas la même religion, mais nous le respectons. Il n'a pas cédé les parts de l'Église, il entre dans notre patrimoine et ça peut conduire à des choses où l'irréparable peut se faire. Toutefois, les imams et oulémas du Sénégal lancent encore une fois de plus un appel à l'État du Sénégal pour la construction de leur site qui n'a que trop duré. Voilà, nous parlons politique à présent avec l'absence de Pape Diop à l'Assemblée nationale qui fait débat. Selon Toussaint Manga, député de l'opposition, il ne s'agit pas de personnaliser le débat. Le leader de Bokk Gis Gis n'est pas le seul dans ce cas. Il estime que pour les retards et absences, la responsabilité incombe au président de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur doit être adapté au fonctionnement. On voit cela dans cet élément signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Le cas Pape Diop inquiète. Le parlementaire se fait rare à l'Assemblée nationale depuis qu'il a perdu le poste de vice-président. Il n'est pas le seul dont l'absence est décriée par beaucoup d'observateurs. Vous savez, lorsqu'on dit à la rentrée des classes, les enseignants, les professeurs, tous sont présents à l'université, dans les collèges et les lycées pour remplir leurs devoirs. Lorsqu'il y a début de l'hivernage, les agriculteurs sont dans les champs pour travailler et remplir leurs devoirs. Lorsqu'il y a une ouverture d'une session à l'Assemblée nationale, les parlementaires doivent être à l'Assemblée pour remplir leurs devoirs. Il faudrait que les députés jouent pleinement leur rôle. La situation n'est pas seulement une situation d'absence de certains collègues. Il n'y a pas un cas Pape Diop. Dans l'Assemblée, il y a des collègues très assidus, il y a des collègues moyennement assidus et il y a des collègues très peu assidus. Toussaint Manga est d'avis qu'il faut l'intervention du président Moustapha Niasse. Le règlement intérieur doit aussi être adapté. En début de législature, je me rappelle très bien, le président avait dit que désormais, nous allons juste accepter des 15 minutes de retard pédagogique et qu'au-delà des 15 minutes, les travaux doivent commencer. Malheureusement, ce qu'il avait bien annoncé n'a pas été respecté. Pas plus tard qu'hier, la session devait démarrer à 10h, nous avions commencé à midi. Si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est pas très adapté avec le fonctionnement, je crois qu'il est impératif de réviser ce règlement intérieur et de prendre des mesures. Il n'est pas acceptable de recevoir tous les avantages liés au poste de député sans assister aux travaux à l'Assemblée, reconnaît le parlementaire. Et puis la SODAV se félicite de l'instruction donnée par le chef de l'État pour procéder en audit institutionnel. Le directeur général dit attendre de façon impatiente la commission permanente de contrôle. Nous voyons cela dans cet élément signé Mohamed Samb. Avec cette décision, le chef de l'État donne suite à une doléance de certains acteurs culturels. Il s'agit de l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV du côté de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. On salue la mesure. La SODAV, sachant
ce dont elle a hérité et à quel niveau elle l'a hissé, aussi bien au niveau national, régional, je veux dire africain et international. Donc nous n'avons vraiment aucune inquiétude, nous ne pouvons que nous en réjouir et même parler d'empressement de recevoir cette commission-là. Pour la direction de la SODAV, l'institution a prévu dans ses textes depuis 2008 cette réorganisation. Donc c'est une disposition de la loi que le président de la République a bien voulu, en tout cas matérialiser, donner acte. Voilà, tout en quand même précisant que depuis lors, le processus était engagé, même si ça va donner un coup de fouet et d'accélérateur. Composé d'acteurs culturels, le collectif Saïwi, qui avait alerté sur la gestion de la SODAV en la qualifiant de nébuleuse, évoque aussi beaucoup de manquements. Dans le rapport de 2017, le président a subventionné la SODAV de 1,4 milliard. Une subvention de 1,4 milliard, c'est dans le rapport de 2017. Mais dans ce rapport de 2017, dans les 1,4 milliard, ils ont pris 200 millions. C'est pour éponger les dettes de la RTS. 200 millions, c'était pour éponger les dettes du FESMAN. 1 milliard, ils ont dit que 1 milliard, ils l'ont utilisé comme investissement. On ne l'a pas créé, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, eux-mêmes qui l'ont écrit. Et si vous voyez ça, et si vous voyez aussi le rapport de 2019, là ils disent qu'ils ont eu à récolter 800 et quelques millions, ils ont maintenu 500 et quelques millions pour le fonctionnement de la SODAV et 200 et quelques millions pour faire une répartition aux artistes. Cela veut dire qu'il y a un problème. En sus de l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV, annoncée par le chef de l'État en Conseil des ministres, le président Macky Sall demande aussi à son ministre Abdoulaye Diop de procéder à la mise en place fonctionnelle de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective. Et puis Ibrahim Magnan, fauché en pleine ascension, l'attaquant sénégalais du Football Club de Metz, actuel meilleur buteur du championnat, s'est fait les croisés. On voit cela dans cet élément signé Acher Salibou Diarra. L'ancien international U20 réalisait son meilleur début de saison depuis son arrivée en Ligue 1 en France. L'avant-centre de 21 ans est en effet auteur de 6 buts en 6 matchs de championnat saison 2020-2021. Tous les buts du FC Metz portent la signature de Nian, qui logiquement est nommé pour le titre du jour du mois de septembre de la Ligue 1. La blessure de Radamel Falcao, qui à Monaco, après cette blessure-là, n'a jamais réussi à revenir à son meilleur niveau. On espère que lui, il va revenir parce qu'il est plus jeune que Falcao. Falcao, quand il avait cette blessure-là, il était un peu plus âgé. On espère qu'il va revenir, qu'il va travailler davantage. Mais oui, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour lui, pour l'FC Metz. Voilà, bonne chance, prompt rétablissement et tous nos encouragements à Ibrahim Magnan. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction de la Côte d'Ivoire, où l'opposition appelle au boycott de l'élection présidentielle. Début de campagne dans un contexte difficile et tendu, les principaux candidats de l'opposition retenus pour la présidentielle du 31 octobre fustigent l'attitude des juges du Conseil constitutionnel et appellent leurs militants au boycott. Nous allons écouter donc Pascal Affinguessan qui faisait face à la presse. Le Conseil constitutionnel, à travers la décision portant déclaration de candidature, a montré qu'il était sous influence du pouvoir politique et qu'il ne méritait pas de bénéficier de la confiance des candidats. Pour toutes ces raisons, nous avons exigé que ces conditions soient réunies avant toute élection. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, au moment où le candidat Alassane Ouattara s'apprête à entrer en campagne, aucune de ces conditions ne sont réunies. En conséquence, j'ai donc consulté le président Henri Konan Bédié et ensemble, en tant que candidat retenu, nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants
comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. En Guinée, donc c'est aujourd'hui qui marque la clôture de la campagne présidentielle. L'élection présidentielle prévue donc ce dimanche 18 octobre. Le président guinéen Alpha Condé, ex-opposant historique, entend remporter donc ce dimanche un troisième mandat pour poursuivre son œuvre de réformateur, rendant coup pour coup à ses adversaires aux défenseurs des droits humains qui l'accusent de dérives autocratiques. La rédaction où nous nous intéressons à son profil, un profil signé Ibrahim Diouf. Alpha Condé, le professeur président. Un demi-siècle de combats ont fait de lui la figure historique de l'opposition guinéenne dans la lutte pour la décolonisation, alors qu'il dirigeait dans les années 50 la Fédération des étudiants noirs de l'Afrique francophone. Après l'indépendance, en 1958, ses distanciations avec le régime du président Sékou Touré deviennent manifestes, jusqu'à la rupture qui fait de lui un ennemi de l'intérieur, condamné à mort par contumace et contraint à l'exil en France. Il s'oppose avec plus de sévérité au régime du président Lassana Conté de 1984 à 2008, qui prend le pouvoir à la mort du père de l'indépendance, jusqu'à l'élection présidentielle de 1993, lors de laquelle il affronte le général président. En 1998, même scénario, mais sa probable victoire dans les urnes lui vaut d'être arrêté pour complot et jeté dans les geôles du régime, d'où il ne sortira qu'en 2003 grâce à une mobilisation internationale. À la mort du président Lassana Conté en 2008, il s'accommode d'abord de la prise de pouvoir de la junte militaire de Moussa Dadis Camara et de ses promesses de transition. Puis il prend ses distances avec l'autoproclamé Conseil national pour la démocratie et le développement. Alpha Condé retrace ce parcours politique indissociable de l'histoire de la Guinée. Dans une autobiographie, un Africain engagé, il y réaffirme son attachement aux valeurs de démocratie et de justice sociale. Né en 1938 à Boké, à l'ouest de la République de Guinée, il est issu d'une famille malinquée. Il part en France à l'âge de 15 ans et obtient des diplômes en économie, droit et sociologie. Il enseigne à l'université parisienne de la Sorbonne. Aujourd'hui, le président Alpha Condé réaffirme encore une fois sa position pour briguer les suffrages des Guinéens. Le président burkinabé a révélé lors de son entretien avec la presse étrangère le pourquoi il n'a pas répondu à la lettre de l'ancien chef d'État du Burkina Faso, Blaise Compaoré, pour Roch Marc Christian Kaboré. Blaise Compaoré devait rester au Burkina Faso. Nous l'écoutons. À ces offres parce que je considère que l'offre était de dire je veux rentrer, j'aime mon pays, bon voilà. Je considère d'abord que je trouvais un peu surprenant qu'un chef d'État qui a quitté son pays, qui est en difficulté, ne constate que après plusieurs années que son pays est en difficulté. De façon globale, malgré les problèmes qui peuvent se poser, la solidarité d'un ancien responsable du pays vis-à-vis de son pays doit être une attitude qui, de mon point de vue, doit être constante. Non pas que je refuse la main tendue, là n'est pas la question, mais je dis simplement que nous sommes dans un processus qui est un processus de réconciliation nationale qui a pris son temps. Parce que, comme je dis, la réconciliation, ce n'est pas une course de vitesse. Il faut la faire de manière à ce que les Burkinabés apaisent les cœurs pour que nous puissions ensemble aboutir à quelque chose qui nous permette d'avancer. Moi, en ce qui me concerne, je dis simplement que nous aurons certainement, après les élections, à finaliser ce processus et je crois que tout le monde pourra rentrer. Au Mali, un casque bleu de l'ONU a été tué et un autre grièvement blessé par une explosion dans le nord-est du pays, a annoncé la mission de l'ONU MINUSMA dans un communiqué. Au Somalie, plus de 10 soldats tués et plusieurs blessés dans une embuscade des djihadistes Shabab près du village du sud du pays, a annoncé un responsable militaire. Les soldats circulaient à bord de 2 véhicules lorsqu'ils ont été pris en embuscade près d'Afagoya. Les dirigeants de l'Union européenne ont décidé ce jeudi reporter donc toute décision sur leur nouvel objectif d'émission de gaz à effet de serre pour 2030. Objet de vives divergences entre les États membres, les 27 reviendront sur le sujet lors du sommet de décembre prochain. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw.
Voilà, merci à vous, Mamadou Fall Astomben. C'était la première tasse actu de ce matin. Voilà, première tasse actualité de votre matinale Info Matin, servi par Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diawo. Actualité marquée aussi, Cheikh Tidiane, par la blessure du jeune Sénégalais Niane. Voilà. Un coup dur, j'imagine, pour lui. Donc, extrêmement dur, surtout à toute dernière minute pratiquement du mercato à Strasbourg. Et là, ils comptaient sur Ibrahima Niane vraiment pour sauver leur saison. Ibrahima Niane, 6 matchs, 6 buts. Il était à un but du meilleur démarrage pratiquement de l'histoire avec le FC Metz. Malheureusement, cette blessure est venue à l'entraînement, c'est quand même qu'il pourra bien récupérer. Salif Diallo dans l'élément l'a dit qu'il y a des joueurs quand même qui n'ont pas survécu à ça. On pense à Falcao qui n'a plus été le même joueur qu'il était avant sa blessure. Il y en a d'autres également. Del Piero, on se le rappelle lui aussi, quand il a eu cette blessure, ce n'était plus le même joueur, même si le contenu a été bon. Très affecté, mais moralement. Ouais, bon, surtout quand même, il était bien préparé. Je me rappelle lors du confinement, il était venu à Dakar, dans les installations de Génération Foot pour bien se préparer pour cette saison. Il avait fait une très très bonne préparation physique pour vraiment, parce qu'il s'était dit que cette saison-là, c'était la sienne, quoi. C'était la sienne. Et là, après 6 journées, cette maudite blessure est venue le stopper. Mais quand même, il va falloir qu'il soit extrêmement fort dans sa tête et se dire que l'opération retour démarre dès demain. Inch'Allah, Cheikh Tidiane, merci beaucoup. En tout cas, très bon courage à Ibrahim Niane. Nous lui souhaitons tout le meilleur et un retour aussi dans les meilleurs délais tout de suite.